Fabrice Sioul, bonjour. Hello. Merci d'être aujourd'hui ici présent pour casting.fr. Alors, comment vous présentez? D'abord, vous êtes manager. Qu'est-ce que c'est qu'un manager? Un manager, c'est quelqu'un qui développe la carrière d'un artiste, qui le repère, qui repère ses talents, qui juge à quel moment il va falloir le présenter, qui l'aide à se préparer, qui fait de la direction artistique sur lui, qui récupère en fait son talent et fait en sorte que ça soit exposé auprès du grand public. Alors, le talent que vous avez découvert et dont on parle beaucoup, en ce moment, ouais. C'est Tariq. Ouais, c'est Tariq. Alors d'abord, comment vous avez rencontré Tariq? Alors, Tariq, c'est cool parce qu'en fait, c'est un peu une histoire de famille. Je m'occupe d'Esteban et Diego avec qui on fait pas mal de choses. Et un jour, Diego n'arrêtait pas de me parler de Tariq. Il me dit, écoute, il faut absolument que tu l'écoutes, etc., etc. Il m'a parlé au départ slammer. Je me suis dit, voilà, du slam, c'est un peu compliqué, c'est un marché niche, etc. Finalement, j'ai écouté le gamin. Et quand j'ai écouté, ça m'a fait tellement de... Ça m'a une émotion, mais tellement rare. Et tout de suite, on se dit quoi? On se dit, mais la même chose, grand public, il émeut toute la France. Et après, c'est comme ça que s'est engagé en fait mon action, en me disant comment je peux faire? Comment je peux faire pour que ce que j'ai vu là, ce que je ressens là, la France entière peut le ressentir? Alors justement, voilà. Tariq, à ce moment-là, quand vous le rencontrez, il faisait quoi? Il chantait, il écrivait, il faisait quoi? Il écrivait, il était juste là, il chantait chez lui, pour ses potes. Il a fait un petit peu de scène ouverte, histoire de un peu se familiariser avec le public. Et d'ailleurs, j'avais vu une fois aussi ça, il y avait 15 personnes dans le public qui ont réagi effectivement de la même manière, parce qu'il y a une chanson justement qui sort là dans pas longtemps, qui a une chute incroyable. Et cette chute, elle fonctionne à chaque fois. Elle fait pleurer les gens, elle donne de l'émotion aux gens. Donc à un moment donné, voilà, c'est pour ça que... Là, vous avez le déclic, vous vous dites, celui-ci, il a un talent, je veux m'en occuper. Ah oui. Alors, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que vous avez fait avec Tariq? En fait, l'étape, moi j'ai vraiment visé le capital sympathie parce que c'est vraiment quelqu'un de humble, il a la bonne attitude et en plus il est talentueux, en plus il est beau. Donc du coup, le gars il avait tout le package. Donc quand c'est comme ça, on se dit quoi? On se dit il faut une grosse plateforme pour que les gens puissent le voir. Parce que aller en maison de disque, ouais le slam, ouais c'est compliqué, ici et ça. Donc du coup il faut réussir à trouver une grosse plateforme pour qu'il n'y ait plus de questions à se poser au niveau des labels. Et le seul moyen que j'avais trouvé, c'est de contacter Bruno Berberès. Bruno Berberès, toujours voilà, Bruno Berberès. Et qui lui a même pas hésité en l'écoutant, il s'est dit, je prends le pari. Premier slammer à The Voice, comment on fait? Du slam, c'est compliqué, c'est pas du chant, c'est pas du... Mais à la finale, The Voice, c'est The Voice, c'est pas The Singer, donc pourquoi pas? Et donc, Bruno a pris le pari. Et ça l'a emmené jusqu'en demi-finale de The Voice parce qu'il a compris le truc comme moi. Et du coup, Tariq est arrivé sur l'émission et sa première apparition, ça a été un truc incroyable. Il a fait pleurer Vianney comme je sais pas, Vianney, il n'y arrivait plus quoi. Il était ému d'une manière mais rarement vue à la télé, très rarement vue. Et hier, Tariq nous annonce qu'il a signé chez Universal, qu'il sort son premier clip, et voilà. Sa carrière est lancée. Ah ben sa carrière est lancée. Pour moi, sa carrière à votre management et son talent. Voilà, c'est ça. Alors racontez-nous, vous avez un parcours exceptionnellement riche, vous avez travaillé sur la Starac. Ouais, ça a été ma première grosse expérience télé. Et c'était une des plus belles, mais parce que ça m'a permis déjà de rentrer dans le vif du sujet. Je me suis retrouvé à réaliser le single Musique, qui était de Michel Berger à l'époque, interprété par France Gall. Et de là, quand j'ai réalisé le single, la chance que j'ai eue pour me retrouver dans le château, c'est que France Gall a demandé qui a fait cette version. Et d'ailleurs, ce qui était génial, c'est qu'elle a dit « je veux rencontrer ce gars ». Et je me suis retrouvé chez elle, à rue Monceau, là-bas, chez elle. Je l'ai rencontrée, j'ai discuté avec elle et elle m'a expliqué tellement de choses. Elle m'a dit « écoutez, ce que vous avez fait, vous avez respecté l'esprit de Michel, c'est très bien, donc voilà ». Et en plus, le truc qui est génial, c'est que ce jour-là, elle m'a dit « venez avec moi ». Et elle m'a emmené là où Michel Berger composait ses chansons. On a marché dans la rue avec elle, c'était à 100 mètres et je suis rentré dans ce fameux studio que tout le monde connaît, qui est tout blanc, où il a composé Paradis Blanc, enfin il a bossé avec beaucoup de gens, beaucoup de réalisateurs connus. Et du coup, je me suis retrouvé devant elle, elle m'a demandé de chanter la chanson, Musique. Et je me suis retrouvé à chanter la chanson devant elle et après elle m'a demandé, il faut absolument que vous alliez dans le château pour faire respecter l'esprit de Michel Berger.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le château. C'était pas prévu du tout. Je me suis retrouvé dans le château à coacher les artistes, Nolwenn, Houssine, tous ces gens-là, pour faire respecter en fait la musique de Michel Berger. Finalement, votre métier, là, Starac a été médiatisé, mais c'est un métier de l'ombre. Vous avez travaillé à Dubaï, vous travaillez à Londres. Qu'est-ce que vous... Alors, parlez-nous de vos aventures, même aux États-Unis, auprès d'artistes absolument célébrissimes. Quel a été votre premier job finalement? C'était quoi? Alors, mon premier job vraiment à moi, c'était d'être compositeur-réalisateur. Voilà, donc j'ai composé des choses, j'ai réalisé des projets. Et c'est très bizarre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire en fait. Personne n'en voulait de ce que je faisais, mais vraiment personne. Et il est arrivé un jour où je me suis retrouvé secouriste à la première tournée de la Starac et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Bertrand Lamblot qui était chez Tréma à l'époque, qui était une maison de disques très connue, mais beaucoup pour des artistes français comme Matmata, Enrico Macias, Sardou, tout le monde était là-dedans. Et lui, je sais pas, on s'est rencontrés, il a kiffé ce que je faisais, il a décidé de me signer. Sauf que Tréma a coulé au moment où j'étais signé. Mais par contre, lui a été appelé par Universal pour s'occuper de la Starac et de Johnny Hallyday. Voilà, à l'époque de Palmas au Mari. C'est lui qui a été directeur artistique de tout ce projet. Et du coup, il m'a dit, écoute Fab, ce serait cool que tu fasses un arrangement du titre musique de Michel Berger. Encore une fois, Michel Berger. Voilà, et c'est comme ça que les choses se sont lancées. Et ce qui s'est passé, parce qu'à la base, du coup, j'avais un travail de réalisateur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la démo du single avec une nana qui s'appelait Anne-Laure, qui était ma petite voisine en fait. Et quand moi j'ai été pris pour faire, quand on m'a annoncé que c'était moi qui allais faire l'hymne de la Starac cette année, et je me suis dit, vous devriez écouter la petite, voir. Et du coup, elle aussi, elle est rentrée dans l'aventure en même temps que moi. Et moi, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, j'ai vu son sourire, j'ai vu, c'était extraordinaire. C'est un peu faire changer la vie des gens, quoi, du jour au lendemain. Et là, elle s'est retrouvée dans la Starac, et c'est comme ça que tout ça a commencé à s'enclencher en tant qu'agent, manager, et en même temps, je suis resté réalisateur pour d'autres projets que j'ai continué à faire pendant une quinzaine d'années quand même. Faire changer la vie des gens, la vie de Tariq a basculé. Ouais. Là, en ce moment, on va le vivre. Vous travaillez également en tant que manager pour Esteban et Diego. Ouais. Parlez-nous d'eux. Alors eux, ils sont juste extraordinaires parce qu'en fait, Esteban, je l'ai rencontré pendant la tournée, leur dernière tournée qui était sur l'album Hommage à Michel Sardou. Voilà, parce que moi j'avais une artiste qui s'appelle Angie Roba qui avait été signée à l'époque chez Playtoo, et on est parti faire la première partie en fait des Kids United. Et c'est comme ça que je voyais à la fois Angie, mais je voyais aussi Esteban. Esteban, moi je le trouvais vraiment super adorable, parce que je le trouvais tout timide, mais il faisait le job sur scène, voilà. Et en fait, quand on commençait à annoncer la séparation des Kids, c'est Warner qui m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait de manager le petit Esteban. Je lui ai dit, mais c'est incroyable. C'est une chance, c'est une coïncidence de dingue. Et du coup, j'ai rencontré Esteban, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est extraordinaire avec tous les deux, c'est qu'ils ont commencé une histoire ensemble à deux. Il y a, ils avaient 9 et l'autre plus âgé, parce qu'ils ont 4 ans de différence. Esteban, quand il a été appelé pour les Kids, son cousin l'a encouragé à y aller. Donc Esteban a vécu ce truc cette aventure extraordinaire pendant 3 ans. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'Esteban voulait reprendre là où ils avaient laissé en fait leur projet. Et moi, ça m'a pas posé de problème. Et du coup, je les emmène avec moi dans leur projet. Quand on vous entend parler, il y a beaucoup d'humanisme, il y a beaucoup de coups de cœur, il y a beaucoup de... dans un univers qui, quand on en parle ou quand on rencontre les artistes, le milieu de la musique est parfois cruel et c'est transformé. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes spécialisé dans les jeunes, ados, enfants, ou on peut travailler Non, j'ai autant travaillé avec les Sayen Supakru que Nolwenn, que des enfants aussi. Enfin, moi, il n'y a rien qui me freine. Si ça me plaît, qu'il y a moyen de faire quelque chose, j'y vais, tout simplement. Et justement, quand on est enfant, quel est le rôle du manager? On imagine de protéger l'enfant, parce que cet univers est dur, ça marche plus. Quelle est votre démarche auprès de l'enfant? Non, il faut vraiment, bon déjà, c'est pas que l'enfant, c'est aussi les parents. C'est vraiment créer comment dire,
il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Moi, la particularité que j'ai, c'est que j'hésite pas à dire à un gamin de le mettre au courant de ce qui se passe vraiment dans ce milieu, mais très rapidement. Parce que souvent, dans ce milieu, on n'aime pas trop dire aux artistes ce qui se passe, on les laisse se découvrir tout seuls. Et le problème, c'est qu'en attendant, souvent, il y a des personnes malhonnêtes qui profitent de l'innocence des gens pour voilà, faire des choses qui ne sont pas forcément cool, que moi, je préfère bien prévenir le gamin qu'il va se passer des choses compliquées, mais c'est pas très grave, il va falloir se relever. Moi, je serai avec toi pour te relever. Moi, j'ai vécu la même chose, j'ai vécu des trucs très, très compliqués. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est que moi, j'essaie de leur faire éviter les pièges, les moments compliqués. C'est pas facile parce qu'il y a quand même l'ego, quoi qu'il arrive, qui est touché si on est refusé à telle chose ou telle chose. Mais par contre, je m'efforce vraiment de les protéger au maximum des choses compliquées. J'en reviens à cet humanisme et cette passion qu'on sent chez vous et qui rassure énormément. Si demain quelqu'un a envie de devenir chanteur, comment vous contactez, comment vous démarchez? Est-ce que vous pouvez faire du conseil? Moi, demain, je veux chanter. Comment vous contactez? Eh ben, moi je suis joignable, les gens peuvent, parce que je reçois beaucoup de messages par jour via Instagram, via Facebook, enfin maintenant c'est tellement facile pour pouvoir être contacté. Moi je regarde tout, même si c'est long. Je voyage beaucoup, donc je prends mon temps pendant que je voyage pour pouvoir écouter ce qu'on m'envoie. Si j'ai un coup de cœur, je vais effectivement contacter la personne. Des fois, ça peut correspondre à un moment parce qu'on recherche ça, donc du coup, il y a des gens que je vais contacter parce qu'il y a une situation qui le demande. Donc du coup, je mets en contact et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que quoi qu'il arrive, je discute avec la personne. J'essaie déjà de savoir ce qu'elle veut faire. Et à partir du moment où j'entends ce qu'elle me dit et la réalité des choses, ben, je rentre dans une discussion de prise de conscience, de prise de conscience par rapport à son talent, par rapport à sa vie, par rapport à plein de choses. Et j'essaye de voir ce qui est possible pour elle. Et aussi, je regarde aussi surtout l'attitude. D'ailleurs, vous êtes à l'initiative d'un projet exceptionnel en ligne. Ouais. Racontez-nous. Ben, en fait, ça s'appelle, effectivement, c'est le Made of Music. Le Made of Music, j'ai créé ça, pourquoi? Parce que parfois, quand on va démarcher en maison de disques, c'est très compliqué parce que quand on va démarcher un projet, le but c'est de faire voir à la personne ce que nous on ressent et nous ce qu'on voit à travers l'artiste. Et des fois, les gens n'arrivent pas à se projeter. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que quand la personne fait du live, là on voit la réaction du public. Et là, du coup, je me suis dit, ok, il va falloir faire un truc tout bête. Au départ, le Made of, c'était en live. Je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais faire venir les mecs de maison de disques, les promoteurs radio, les programmateurs, les managers, des tour managers, enfin tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie et qui sont prêts à venir me soutenir par rapport à ce projet. Et je fais quoi? Je ramène plein d'artistes que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein d'artistes qu'on a envie de manager, mais on ne peut pas tous les manager, c'est impossible. Par contre, on peut leur donner une chance à tous. Et donc du coup, je me suis dit, allez, je vais les faire venir par 10, par 15. On va les mettre bien en condition avec des musiciens, on va les faire répéter, on va les mettre bien pour qu'ils soient présentables devant ce parterre de professionnels. Et du coup, ça fonctionne super bien. Mais à l'époque, c'était en live. Après, quand le confinement est arrivé, j'en ai eu un qui a été annulé, mais j'ai pas voulu lâcher l'affaire et du coup, j'ai lancé le truc en ligne. Et ce qui s'est passé en ligne, ça a été extraordinaire parce que du coup, on a pu faire venir des artistes du monde entier. C'est des artistes. En fait, les artistes envoyaient leurs vidéos où ils chantent de chez eux. C'était le confinement. Et ils performaient et du coup j'ai demandé à tous les professionnels de se pointer devant leurs ordinateurs et de regarder les artistes pendant 45 minutes, il y en a 10 qui passent et là on leur dit ben voilà, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, vous regardez, c'est super, etc. Et voilà. Et c'est de là qu'est né, c'est de là que Tariq justement avait fait cette émission et c'est comme ça qu'il a été repéré par notre cher Bruno Berberès qui lui comme je disais tout à l'heure, a pris le pari de l'emmener sur The Voice. Alors ce rendez-vous, c'est quoi? C'est annuel? C'est tous les mois? Comment ça se passe? Alors à la base, c'est tous les mois. Tous les mois? Tous les mois. Après, j'avoue que depuis, avec cette histoire de confinement, c'est vrai qu'on en avait fait 3, vraiment, mais c'est vrai que c'est un boulot, c'est quand même un boulot très fatigant parce qu'il faut écouter les artistes, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de se faire une belle vidéo. Donc au fur et à mesure, on arrivait à créer des équipes
qui aidait les artistes à se présenter. Par exemple, s'ils avaient, ils nous envoyaient une vidéo, nous on leur arrangeait, on leur mettait des belles couleurs, enfin, on essayait de les mettre, de leur donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent se présenter devant les professionnels. Sauf que ça demande beaucoup de temps. Et du coup, on a fait 3 mois, après on a espacé un petit peu parce que le temps de préparer, le temps d'en trouver était vraiment bien. Et puis non, mais là, je souhaite que vraiment, à mon avis, que ce projet reprenne le chemin. Si on peut en faire un tous les 2 mois, ce serait bien. On lance le pari sur casting.fr de lancer avec vous très prochainement un appel à candidature pour découvrir des nouveaux talents. Quand on vous entend parler, on parle de ne pas lâcher l'affaire, humanisme, des échecs, mais on rebondit, Dubaï, Angleterre, États-Unis. Vous-même, qui travaillez un peu dans l'ombre, comment vous appréhendez tous ces artistes? On a l'impression, est-ce que ça a toujours été comme ça, mais on a l'impression que ça va très vite. On a l'impression que voilà, on peut faire The Voice et la carrière est lancée. Comparé aux années 80, 90, qu'est-ce qu'il en est? On a l'impression qu'il y a beaucoup de talent. Quelle est votre interprétation? Comment vous voyez cette... C'est vrai que les télécrochets comme ça, ça fait effectivement, ça fait masse. Ça fait qu'il y a beaucoup d'artistes d'un seul coup qui peuvent être médiatisés. Mais ça veut dire que nous avons beaucoup de talent? Ah ben il y en a énormément. Il y en a énormément. Après, il faut qu'ils osent aussi. Il y en a qui osent plus. Vous savez, des fois, c'est comme le X Factor en Angleterre à la base. Les gens n'osaient pas y aller. Mais après, c'est devenu tellement. Il y a Ed Sheeran qui écrit pour les artistes. Il y a des gros internationaux en tant qu'artistes DJ qui n'hésitent pas à aller et soutenir ce genre de projet. Donc du coup, ça fait que les gens maintenant, ils y vont, mais sans avoir peur, sans avoir un doute, se dire ouais, je devrais pas faire ça, mais au contraire. Alors Fabrice Sioul, en tant que manager, quel conseil pourriez-vous donner à tous les membres de casting.fr qui veulent se lancer? Eh ben, il faut absolument qu'ils croient en eux. Il faut pas avoir peur de se dire ça peut être ma chance. Moi, ça a toujours été comme ça. Je me suis retrouvé dans un concert de Starac. Aujourd'hui, ça m'a amené aux États-Unis et en Angleterre. Voilà, donc tout est possible. Il faut absolument passer des castings parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne faut jamais lâcher l'affaire parce que c'est comme partout. Des fois, on fait un single, ça ne marche pas. Le deuxième, ça ne marche pas. Le troisième explose. Donc, il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, ça va exploser. Mais il faut y croire, il faut être bien entouré, il faut contacter les bonnes personnes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir qui est qui, mais il y a des gens qui sont là pour renseigner, pour aider à diriger, etc. Mais il faut se lancer. Il ne faut vraiment pas avoir peur de constamment proposer son talent. Alors, on a dit tout à l'heure, vous avez énormément voyagé, vous avez rencontré de grandes célébrités. Quelle est l'artiste qui vous a le plus marqué de façon positive? Ah là là. Alors, curieusement, ça a été, par exemple, quand j'étais à Dubaï, j'organisais des festivals internationaux et là, on faisait venir toutes les stars de la planète entière. Ça a été Kanye West, ça a été Muse, ça a été Korn, ça a été Whitney Houston, Tom Jones, enfin tous ces gens-là. Et c'est vrai que la personne qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était Yau Mika. Pourquoi? Parce qu'il était à l'aube de son début de carrière internationale. Je me souviens, on l'avait booké alors qu'on l'avait booké au mois d'avril pour le mois de septembre. Et au mois de septembre, il sortait ce fameux single Relax, qui a été le tube planétaire. Et là, ça a été un pari qui était extraordinaire. Et lui, à l'époque, il était encore tellement étonné de son succès qu'il a été super adorable. On a été faire du quad ensemble. Parce que quand ils viennent à Dubaï, ils ne viennent pas que chanter. On leur trouve des activités pour les faire aimer leur séjour. Et c'est vrai que lui, en plus, il est venu avec toute sa famille, avec sa maman, tout ça. Et c'était vraiment super agréable. Vraiment, c'était cool. Mais après, j'en ai plein de l'histoire avec France Gall, qui a été vraiment touchante. Moi, ce que j'oublierai jamais quand elle m'a dit tu me rappelles Michel, t'as aucune violence en toi. C'est des moments qui restent à vie. C'est des moments qui restent à vie et qui guident dans le bon sens. Merci Fabrice Sioul. On va mettre toutes les informations pour vous contacter. Ouais. Et puis rendez-vous pour cette plateforme. Oui, et puis pour Tariq aussi, son single qui sort vendredi. Voilà. Merci Fabrice, merci pour ce moment.